signale que l'élément n'est pas encore en place. Les populations de Malika sont descendues dans la rue pour dire non à leur rattachement au département de Keur Massar qui les a coupés de plus de 2 km² sur le littoral. 3 personnes ont été arrêtées par la police de Malika. Le compte-rendu est signé Théodore Semedo. Contre le découpage administratif proposé par les autorités avec le projet de direction de Keur Massar en département, Malika se révolte. Ces populations qui voulaient tenir un point de presse pour exprimer leur désaccord aux autorités ont été par la suite stoppées par les forces de l'ordre. Il s'en est alors suivi de violents affrontements entre les deux camps, ce qui a entraîné l'arrestation de 3 individus parmi les manifestants. Toutefois, les populations déterminées à obtenir gain de cause comptent maintenir la pression. Le combat continue, Monsieur le Président, parce que nous sommes des patriotes, nous sommes des républicains. Nous avons dit oui pour la départementalisation, mais non pour ces incohérences non corrigées. Et que nous voulons, Monsieur le Président, que nos détenus qui sont actuellement entre les mailles de la police soient libérés immédiatement. Théodore Semedo, Malika, Walfadjri. Les délégués de quartier de la commune de Keur Massar s'inquiètent de leur devenir après l'élection de leur localité en département. Au nombre de 133, seuls 17 parmi eux reçoivent les indemnités mensuelles au niveau de la ville de Pikine. Les censés ignorés interpellent les autorités sur leur sort et le nouveau découpage administratif. Elhadj Daouda Mbaye qui porte leur voix au micro de Théodore Semedo. Force est de noter que les délégués de quartier ont identifié quelques difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est pourquoi nous informons son Excellence, Monsieur le Président de la République, que les instructions données au maire de la ville de Pikine pour le paiement des indemnités des délégués de quartier n'ont jamais été exécutées, car jusqu'ici, 133 délégués de quartier, sur 133 délégués de quartier, seuls 17 perçoivent leur indemnité. Nous sollicitons la réparation de cette injustice avant même la mise en place des délégations spéciales, car elle est contraire aux dispositions du décret 2016-325 en son article 12. Pensons, pour plus d'homogénéité, la révision de la délimitation du sud du département, car nous proposons jusqu'à la limite du chemin de fer ou à défaut jusqu'à l'autoroute à péage. Nous sollicitons également la délimitation claire et équilibrée des communes du département en tenant compte des liens sociaux qui consistent à éviter la division des quartiers entre 2 communes, surtout les quartiers traditionnels. Et aussi, pour plus d'harmonie, l'intégration de toutes les unités des Parcelles Assainies de Keur Massar Rufisque dans la commune de Jaxaay Parcelles. Nous appuyons fortement les dénominations département de Keur Massar, commune de Malika, commune de Yeumbeul Nord, commune de Yeumbeul Sud, commune de Jaxaay Parcelles, commune de Keur Massar Ouest, commune de Keur Massar. Et partons à Mboulok Ten Koulouk, localité située dans la commune de Diaganiao, qui manque presque de tout, surtout des infrastructures sociales de base. Les populations ont battu le pavé pour réclamer à l'État du Sénégal une meilleure condition de vie. Nous y reviendrons avec Ibrahim Ndiaye. Gat, un village de la commune de Nangalman, confronté à un manque d'infrastructures de base. Les populations ont interpellé les pouvoirs publics lors d'une cérémonie de réception de 2 salles d'observation construites sur fonds propres à hauteur de 19 millions de francs CFA. N'est-ce pas, Mamadou Makhtar Sarr? L'accès aux soins de santé a toujours été un véritable casse-tête au village de Gat dans la commune de Nangalman. Les populations regroupées autour d'une structure dénommée Gat Boko Khalat ont construit sur fonds propres 2 salles d'observation au niveau du poste de santé pour un montant de 19 millions de francs CFA. Ces salles sont d'une capacité de 20 lits. Chaque salle, ça fait 10 lits pour un montant global de 19 millions de francs CFA. Et ça, c'est le fruit exclusif de la population de Gat. Par ailleurs, ces populations ont saisi l'occasion pour interpeller l'État du Sénégal et les autorités municipales sur l'absence d'infrastructures de base dans la localité. Nous avons senti
nullement, aucunement une infrastructure réalisée par le gouvernement actuel de la République du Sénégal, encore moins par le conseil municipal. Et là, je pense que pour une population qui fait des efforts depuis des années, elle mériterait vraiment qu'une attention particulière lui soit accordée. Il est temps que Gate soit érigé en poste de santé. Ça également, c'est une demande. Une autre demande également qui est éminente, qui n'est plus une demande mais une exigence. Ça, nous l'exigeons de monsieur le maire, disons du conseil municipal de Ndangalma, pour que le marché, que la délimitation du marché soit effective. Ça, c'était une demande depuis 2017. Mais en dehors de cela, l'électrification fait défaut. Toujours, vous entrez dans les rues, vous verrez que ça manque. Les salles de classe également manquent. Le centre de santé là, ça demande un personnel qualifié. Signalons que l'association Gat Bokk Xalaat, créée depuis 2007, n'est pas à sa première réalisation. Ils ont eu à faire d'autres investissements au profit des populations locales. Comme la population l'avait fait en 2017, en achetant cette ambulance médicalisée pour le poste de santé, plus d'autres actions également dans des domaines divers. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mokhtar Sarr parle à présent des populations de Djilakhar dans la région de Kaolack qui ne savent pas à quelle électricité se vouer. Depuis sa création, le village ne dispose d'aucun poteau électrique. Elles ont battu le macadam pour réclamer de l'électricité. Mastioub porte la voix de ces populations de Djilakhar au micro de Seydina Omar Ba. Nous sommes à Djilakhar. C'est de loin le village le plus imposant démographiquement de sa commune Ndiédiène, voire même de la sous-préfecture de Ndiédiène. C'est pratiquement le plus gros village du Sénégal non encore électrifié. Qu'il n'en déplaise à personne, nous avons fait le Sénégal en profondeur, mais nous ne sommes jamais tombés sur un village aussi imposant démographiquement que Djilakhar qui n'est pas électrifié. Cela est dû à un manque de considération de nos autorités étatiques. Cela est dû simplement à un manque de promotion politique pour le Sénégal, pour les populations rurales surtout. Nous avons à quelques 4 km de Djilakhar, Keur Madiabel, ou fief du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la deuxième personnalité de l'État du Sénégal. Nous avons à Keur Madiabel le ministre de l'assainissement, de l'hydraulique et de l'eau, M. Serigne Mbaye Thiam. Nous avons aussi Pape Demba Bitèye, le directeur général de la Sénélec, qui est aussi un natif du Saloum. Emmanuel Macron reçoit ce mardi à Paris une quinzaine de dirigeants africains pour un sommet sur la relance de l'économie en Afrique, très ralentie par la pandémie. Pour l'économiste Mounirou Yaye, ceci n'est que de la poudre aux yeux. En réalité, explique-t-il, la France veut redorer son image en Afrique devant la montée de plus en plus accrue du sentiment anti-français. Mounirou Yaye, interrogé à ce sujet par Pierre-Édouard Faye. Nous sommes habitués à constater l'organisation de sommets France-Afrique. Jusqu'à présent, ces sommets-là n'ont pas changé grand-chose. Nous espérons qu'avec ce sommet, relativement donc aux conséquences de la COVID-19, il y aura des embellis sur le plan économique. Mais ce sont les mêmes enjeux, ce sont les mêmes objectifs. La France a toujours fonctionné comme ça. Nous savons que depuis l'indépendance, la France a toujours essayé de gérer son leadership en Afrique. Parce que les pays colonisés par la France sont plus nombreux en Afrique. La francophonie est une organisation supranationale qui permet à la France de faire valoir un certain nombre d'objectifs. Ça, c'est de bonne guerre parce qu'à l'issue des indépendances, il fallait que la France trouve un moyen d'avoir un accès facile aux matières premières parce que les matières premières, c'est la matière, c'est la consommation intermédiaire en Europe. Et aujourd'hui, les Français, si vous constatez ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu un sentiment, ce qu'ils appellent un sentiment anti-français. C'est pas un sentiment anti-français, mais c'est la perception de Macron. Et relativement donc à la crise, à ce qui s'est passé récemment au Sénégal avec les émeutes qui ont attaqué des intérêts français, c'est normal aujourd'hui que la France essaie de convoquer les Africains, de leur parler, essayer de trouver une stratégie pour pouvoir décrypter un peu la situation. L'actualité hors de chez nous pour aborder ces hostilités au Proche-Orient qui entrent dans leur semaine. Afrique du Sud, le procès pour corruption de l'ex-président Jacob Zuma reporté. Et en Éthiopie, massacre et désastres humanitaires. Suivons cette synthèse de Fatou Bintou Diouf.
L'aviation israélienne a pilonné la bande de Gaza à des dizaines de reprises dans la nuit de dimanche à lundi. Des centaines de bâtiments ont été endommagés. Les hostilités sont entrées dans leur deuxième semaine sans aucun digne d'apaisement malgré les appels internationaux à une trêve, et l'armée israélienne a indiqué ce lundi dans un communiqué avoir ciblé 9 maisons appartenant à des hauts commandants du Hamas et qui servaient pour stocker des armes. Et puis en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a comparu devant la justice ce lundi pour des accusations de corruption en marge d'un contrat d'armement conclu par le géant français Thales. Le procès de l'ancien chef d'État soupçonné d'avoir empoché 235 000 € de pots de vin en 1999 a été reporté au 26 mai. Il faut rappeler que la tension croissante liée au refus répété de Jacob Zuma de témoigner a conduit à une impasse alors qu'il a été cité directement ou indirectement par une bonne trentaine de témoins. La tension croissante liée au refus répété de Jacob Zuma de témoigner a conduit à une impasse alors qu'il a été cité directement ou indirectement par une bonne trentaine de témoins devant cette commission consultative. Zuma, il faut rappeler, est familier des tribunaux. En 2006, il avait été acquitté du viol de la fille sur positive d'un de ses anciens compagnons de lutte. Il avait scandalisé le pays en affirmant avoir pris une douche après un rapport non protégé, pensant éviter ainsi toute contamination au VIH. Et enfin, en Éthiopie, depuis début novembre, l'armée fédérale a lancé une opération militaire de grande ampleur contre le TPLF, le pouvoir du Tigré, la province du Nord située à la frontière avec l'Érythrée. Le 28 novembre, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait crié victoire, mais les violences continuent. De nombreux crimes de masse ont été révélés. Chaque camp est mis en cause. La situation humanitaire est désastreuse et les affrontements ont des... Voilà, vous l'avez sûrement compris à la page des sports, le lundi sport avec cher Tidiane Gomis. Là, très bien en forme, on l'espère. Bonjour, coach. Oui, bonjour. Oui, je retrouve les sportifs. Après pause Ramadan oblige. Bon, voilà, on remet ça, le sport continue. De Benetti. Oui, vous aussi. Voilà, nous allons commencer par le football championnat professionnel, Ligue 1, mano à mano, dans le haut du classement. Oui, effectivement, quand on parle de mano à mano, c'est-à-dire les deux équipes se tiennent de très près. C'est le leader, l'AS Pikine et Tenguet Football Club. Les deux équipes ont gagné. Le leader Pikine a gagné, est allé abattu le Stade de Mbour 1-0. C'est sur ce même score que Tenguet Football Club est venu battre le Nyari Tali 1-0. Et du coup, les deux équipes sont côte à côte au classement. Premier AS Pikine et deuxième Tenguet Football Club. 2 points séparent les deux équipes. Mais au bas du tableau, ça ne va pas pour Nyari Tali qui a perdu devant Tenguet et reste toujours lanterne rouge. Et pourtant l'équipe de Nyari Tali est restée depuis 3 matchs sans perdre. Mais aussi il y a aussi donc Mbour Petite Côte et AS Douane. Il y a beaucoup de buts, donc 4 buts, 2 buts partout. Et à Ziguinchor, Gorée, mal classé, est allé faire un match nul, 2 buts partout devant le Casasport. Ce qui fait du coup donc c'est un championnat qui est loin d'être joué. Donc on attendra les jours à venir pour voir donc les Pikinois et surtout Génération Foot qui a gagné et occupe maintenant la 3e place. Et pour la Ligue de Chertidiane, le Guédiawaye FC est le nouveau leader. Oui, effectivement. Oui, le fauteuil de leader a changé de patron. C'est Guédiawaye Football Club. L'équipe de Guédiawaye est allée battre l'équipe donc de Africa Promo Foot sur le score de 1-0 du coup, et que Linguère n'a pas gagné. Les Saint-Luciens ont fait match nul avec Amitié FC. Les deux équipes avaient fait le voyage vers
Thiès, mais c'est Guédiawaye qui a gagné et que Linguère n'a pas gagné. Et maintenant, c'est l'équipe de Guédiawaye qui est leader. Mais pour les autres résultats, comme vous le voyez, USO a raté le coche en faisant match nul avec Dembo Diop, un but partout, un nul qui n'arrange aucune des deux équipes, et que le Duc, Sonacos, là aussi, là, les huiliers ont raté le coach en faisant match nul 0-0. Dernier match aujourd'hui à 16h, le port autonome de Dakar, oui, qui est mal classé, reçoit Thiès FC qui veut vraiment partir dans dans la première partie du classement de Ligue 1. Et nous allons changer de discipline sportive, comme vous me l'avez appris, hein, la balle orange, au basket championnat national féminin. Les équipes de la ville de Dakar et Duc sont toujours invaincues. Oui, effectivement. Hein, l'équipe du Duc et la ville de Dakar, favoris. Ce sont vraiment les favoris de ce championnat. Ont gagné. Et voilà, on va voir les résultats qui, regardez bien, donc l'équipe de Saint-Louis Basket Club a perdu par 52-48 face à la ville de Dakar, et que l'équipe du Duc a battu aussi 9 points d'écart, l'ASFO 59-50. Et du coup, ce sont les deux équipes qui occupent les deux places des deux poules, hein, poule A et poule B. Mais on va s'intéresser au match Isexport et Debaloc. On va voir, on va revenir. Et là aussi, oui, parce que le score est très serré là. Voilà, vous avez vu, c'est 52-48, hein, oui. Donc c'est 4 points d'écart. Voilà, on revient sur ce match-là. Donc l'équipe féminine de Debaloc a retrouvé le top 4, oui, de la poule A après sa victoire, comme on vient de vous le montrer. Isexport 62-58. Pape Diagne, l'entraîneur de l'équipe de Derklé, est très satisfait de ses filles qui ont été à la hauteur. On avait gagné. On savait que ce n'était pas du tout facile. Il fallait qu'on négocie ce match parce que je pouvais dire qu'à l'aller, elle nous avait gagné. Donc au retour, il fallait qu'on prenne nos revanches. Donc c'est ça. C'était un match aussi qu'on savait qu'aussi il fallait qu'on la gère. C'est ça qu'on l'a fait. Les filles ont géré le match en première et deuxième quart-temps. Mais en troisième quart-temps, on est monté sur elle. C'est pour cela qu'on a eu cette belle victoire. Oui, on a eu cette belle victoire, c'est vrai. Debaloc, l'équipe de Derklé, a battu Isexport. Une défaite très amère, a souligné le coach de Isexport. Cheikh Diallo est au micro de Djibignon et Mami Kanté. Bon, le match, on l'a joué, on l'a bien entamé. On a mis la pression en haut, on a mené presque 13-14 jusqu'à 16 points. En troisième, quatrième quart-temps, on était à on était à 16 points. Après, les filles ont un peu lâché. Bon, c'est vrai qu'il y a des changements, mais ils ont beaucoup lâché en défense. Et puis, il y avait plus de concentration en attaque. Voilà, donc c'était Cheikh Diallo, l'entraîneur de Isexport. C'est tout pour le sport, Fadil Faye. Merci à vous, coach. Mais un véritable coach doit savoir organiser des matchs. Hein. Jusqu'à présent, on a il faut être patient. Il n'y a aucun problème. Il y aura un match de basket entre les filles de Walf, les dames de Walf, contre les dames des autres télés. Non, de Isexport. Ah, Isexport. Oui, vous allez jouer contre Isexport. Basket. Hein? Oui, Pende Diallo comme playmaker.